Alors, on a juste le quorum, donc c'est parfait, on va pouvoir commencer. Quoi, vous espériez qu'il n'y ait pas le quorum? Oh, bah non. Non, non, on passe pas au cocktail tout de suite, on va d'abord travailler. Donc on a le quorum, donc on va pouvoir ouvrir ce conseil communautaire. Stéphanie m'apporte les pouvoirs. Le micro, il n'a pas aimé. Alors, Madame Fardin donne pouvoir à Monsieur Mettet. Monsieur Pelletier va donner pouvoir à Monsieur Alétru qui est... il est arrivé, Jo? Non? Donc il est en retard, je crois. Il arrive. Il a téléphoné, oui, il est en retard. Madame Robin donne pouvoir à Monsieur Bulto. Madame Parpaillon donne pouvoir à Madame Bertrand. Madame Thibault à Monsieur Bonin. Madame Le Goff à Monsieur Charrier. Madame Joly à Monsieur Fabre. Madame Vigneux à Monsieur Charpentier. Madame Feuillet à Monsieur Vanier. Monsieur Pelot à Madame Peigné. Madame Touzeau à Monsieur Careil. Monsieur Barré à Madame Guinaud pour le début de la séance, puisque Philippe était en session en région, donc va nous rejoindre au plus vite. Et puis Jeanne Gandriot qui m'a donné pouvoir. Voilà, merci Stéphanie. Et on y va. Alors, secrétaire de séance. Alors, je peux vous proposer soit Olivia, si elle est là, ou Olivia Bertrand, ou Laurence Peigné. Est-ce qu'il y en a une des deux? Je ne pense pas qu'elle soit arrivée. Elle n'est pas arrivée, Olivia. Donc, Laurence, tu veux bien? Oui, ok, merci beaucoup. Alors, on commence par l'approbation du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2023. Y a-t-il des observations? Non, très bien, je vous remercie. Et puis ensuite, vous aviez la présentation des délibérations, d'une part prise par le bureau communautaire et d'autre part prise par moi. Y a-t-il des observations? Non plus? C'est très bien. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet de ce conseil communautaire et je vais laisser la parole à David qui va nous parler du PCAET. Merci Présidente, bonjour à toutes et tous. Donc ravi de vous présenter ce PCAET ce soir, à peu près dans les temps. Donc on s'était dit qu'on vous le proposerait pour la fin de l'année. Plutôt que de vous le présenter sous la forme d'une délibération classique, je vous propose de le faire sous la forme de diaporama. Si on peut avoir le diaporama. Voilà, donc rapidement sur un travail qui a commencé il y a 2 ans et demi maintenant. Donc vous voyez que c'était un document qui s'imposait à nous. Pour toutes les EPCI de plus de 20 000 habitants, le PCAET est un exercice obligatoire qui vise 2 choses, vous le savez. La diminution des consommations énergétiques. On travaille aussi sur la production des énergies renouvelables. Et enfin, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le PCAET a aussi un volet autour de l'adaptation face au changement climatique. Voilà, donc je vais vous présenter ces différentes conclusions. Et vous voyez que c'était commencé il y a relativement longtemps. Alors, on va commencer par un diagnostic qui montre une balance énergétique plutôt très déficitaire actuellement. Vous voyez, nous sommes à 1560 gigawattheures, soit l'équivalent de 28,2 mégawatts par habitant. Donc on est au-dessus de la moyenne départementale et de la moyenne régionale, légèrement au-dessus, mais nous sommes au-dessus. Et puis, savoir que le secteur résidentiel et les transports pèsent lourd dans notre facture énergétique, puisque à eux deux, ce sont déjà 50% des consommations. Et quand on parle de ces consommations, eh bien l'essentiel, vous le comprenez, ce sont les produits pétroliers et puis l'électricité. Et face à cette consommation, eh bien on a aussi des gaz à effet de serre qui sont conséquents, j'en reparlerai tout à l'heure. Et par rapport à la production, nous en sommes actuellement juste à 168 gigawattheures de production, liées aux énergies renouvelables, mais j'en ferai état tout à l'heure également. Voilà, donc nous sommes partis de ce diagnostic, et puis à l'issue de ce diagnostic, on a... donc je parlais aussi des gaz à effet de serre, qui fait partie aussi du volet diagnostic que nous avons élaboré en 2021. Vous voyez que les gaz à effet de serre sont essentiellement émis par 2 secteurs, l'agriculture et les transports routiers.
Donc face à ce diagnostic, hein, je vous le disais, on a travaillé longuement. Je vous passe, hein, mais c'était quand même pour vous montrer tout le travail qui a été conduit pendant 2 ans et demi. C'est tout le back-office. Ce soir, on vous présente un document, mais je pensais que c'était important quand même de vous montrer tout ce travail qui a été conduit avec tous les acteurs qui ont guidé ces différentes étapes, hein, de l'application au long terme. Un travail en lien avec le CODEV et notamment leur participation à la semaine des initiatives, un accompagnement aussi de la Chambre d'agriculture. On a questionné le grand public, donc il y a eu des actions et des ateliers spécifiques avec le milieu agricole. Et puis on a travaillé plus récemment, vous le savez, sur la loi APER. Donc voilà, un travail de concertation qui a été long et qui a d'une part concerné la phase du diagnostic, vous l'avez compris, puis on a travaillé sur la phase stratégique, le plan d'action, et aussi l'évaluation et la validation de ce plan. Voilà, donc vous voyez qu'on a terminé plus récemment avec les avis des personnes associées. J'en reparlerai également. Voilà. Alors, à l'issue de ce diagnostic et de ce travail fourni, eh bien, nous avons élaboré un PCAET qui s'appuie sur 5 axes et qui structure 40 actions. Alors, il y en avait beaucoup plus que ça, qui avaient été identifiées lors des différents groupes de travaux, mais il fallait se concentrer et se centrer sur ces 40 actions qui nous paraissaient prioritaires et qui ont été identifiées comme étant prioritaires. Et puis on a gardé un certain nombre d'actions, il y avait plus de 85 actions qui avaient été identifiées, donc on en a un certain nombre d'autres actions sous le coude. Et si toutefois il y avait des opportunités, ou en tout cas il y avait des orientations qui venaient à être travaillées différemment, eh bien on pourrait éventuellement faire remonter certaines actions qui ont été pour l'instant mises de côté comme prioritaires. Voilà, donc 5 axes stratégiques. Je voulais juste vous rappeler l'axe 5. Donc il a été essentiel de paraître que l'administration devait être exemplaire dans le cadre de ce plan climat. Donc on a un axe spécifique autour de cette question-là. Donc on a travaillé la stratégie avec un volet de diminution des... voilà, donc ensuite on a travaillé autour de la stratégie. Stratégie autour de 2 choses, définition d'une stratégie autour de diminution de la consommation énergétique et des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un travail qui est issu des réflexions qui ont été menées par les différents acteurs. Et donc, vous voyez qu'on a travaillé notamment sur l'objectif de rénovation des bâtiments résidentiels, tertiaires, et puis l'équipement aussi des pompes à chaleur, avec une temporalité, et vous voyez qu'on a une programmation qui va jusqu'en 2050. Et le résultat, vous voyez aussi sur les gaz à effet de serre, donc on a travaillé sur un objectif qui vise une diminution de 54% des consommations énergétiques à l'aube 2050 et une diminution de 70% des gaz à effet de serre. Voilà, donc ça c'est une première stratégie, on va la transcrire après sur le plan d'action. Et puis on a fait le même exercice sur les productions des énergies renouvelables. Donc avec le principe de travailler sur le potentiel du territoire. L'essentiel du potentiel est plutôt autour du photovoltaïsme. Et on verra aussi, alors là vous avez un potentiel d'installation de 25 éoliennes. Et on a retravaillé beaucoup plus récemment cet objectif-là. Et ce qui avait été proposé dans le PCAET, on a revu dans le schéma des énergies renouvelables, c'est qu'on avait sous-évalué le potentiel solaire sur toiture. Et donc on va développer beaucoup plus, surtout quand on est parti sur un développement beaucoup plus conséquent du potentiel solarisable sur toiture et bâtiments. Et ce qui fait qu'on aurait beaucoup moins d'éoliennes à installer sur le territoire. Et donc, pour vous donner le dernier chiffre qu'on aurait, où là, on a été sur 25, on serait plutôt que sur 3, 4 ou 5 éoliennes. Donc, vous voyez qu'on peut basculer, mais ce qu'il faut retenir de ce scénario en énergie renouvelable, c'est qu'on est sur un mix énergétique. Et plus on ira vers le photovoltaïsme, moins il y aura des éoliennes à faire, ou inversement, voilà. Donc, en tout cas, ça reste un travail qui a été conduit sur un mix énergétique. Vous voyez que l'essentiel, c'est de l'éolien et du photovoltaïsme, mais on a aussi tout le travail qui a été fait autour de la filière bois. Donc, en tout cas, ce qu'il faudra, en résumé, retenir de ce scénario-là, c'est qu'il faudra qu'on multiplie à l'horizon 2050 par 4, un peu plus même, les productions d'énergie renouvelable que l'on réalise actuellement pour arriver à 100% de couverture en 2050 de nos consommations par les énergies renouvelables.
on ne pourra le faire que si on diminue de 50% nos énergies actuellement consommées. Sinon, on n'y arrivera pas, c'est une évidence. Voilà, donc à travers ces scénarios qui ont été conduits, je vous l'avais déjà affiché. C'est un scénario ambitieux, mais réaliste. Et il est tellement réaliste que, en fait, en tout cas, on vise les objectifs qui sont des objectifs nationaux et régionaux avec le SRADET, mais quand vous regardez les objectifs affichés dans le cadre national, vous voyez qu'on les atteint à peine. Alors c'était une vraie volonté affichée de se dire quel est le potentiel de notre territoire, vers où on veut aller et comment on veut y aller, c'est-à-dire qu'il y a des besoins financiers et des besoins techniques. Est-ce qu'on est en mesure de tout mettre sur la table pour y parvenir ? Eh bien, les différents groupes de travail ont conduit à la conclusion que ça serait compliqué d'atteindre ces objectifs pour 2030 et 2050. En tout cas, on a tout inscrit dans le plan climat pour atteindre ces objectifs, mais peut-être à un horizon qui sera au-delà de 2050. Et donc, vous voyez que sur les consommations énergétiques, à l'aube, ou en tout cas à l'horizon 2050, le scénario de transition territoriale, donc notre scénario, c'est moins 54%. Le cadre national fixe à moins 50%, donc nous y sommes, mais nous n'y serons pas en 2030. Pour tout ce qui est des couvertures en énergie renouvelable, l'objectif 2050, c'est d'arriver à 100%. Le plan climat qui vous est présenté ce soir ne couvrira que 82,5% de ces consommations en énergie renouvelable en 2050. Et puis vous avez aussi l'impact sur les gaz à effet de serre, où nous serons qu'à moins 70%, alors que le SRADET nous propose, ou en tout cas nous impose normalement, d'arriver à moins 80%. Voilà, donc on l'avait toujours affiché. J'ai tenu à ce que nous ayons un plan climat qui s'appuie sur les potentialités du territoire, sur ce que la société, ou en tout cas nos concitoyens souhaitent de notre territoire, et ne pas dénaturer non plus notre territoire. Donc on arrive à ce potentiel-là, qui est celui qui est affiché ce soir, en deçà, je le rappelle, des objectifs régionaux et des objectifs nationaux, mais qui s'expliquent et qui ont été argumentés à travers ce document du plan climat-énergie. Et donc vous voyez qu'il y a eu un certain nombre derrière d'avis des personnes publiques associées sur ce plan climat. On a eu des avis favorables, des recommandations, mais globalement, il n'y a pas eu une reformulation nécessaire de notre plan climat. Donc, ce qui veut dire qu'il était parfaitement en ligne avec notre diagnostic, nos stratégies et notre plan d'action étaient parfaitement alignés, et il n'y avait pas grand-chose à nous reprocher sur ce qui avait été proposé. Alors, l'ensemble de ces documents ont ensuite, en tout cas les avis, vous les avez sur la nouvelle version, donc on a intégré ces avis dans la nouvelle version, et puis toutes les réponses ont aussi été annexées à ce plan climat. Voilà, donc je voulais aussi rappeler les actions qui ont été lancées, parce qu'au-delà d'écrire ce plan climat pendant 2 ans et demi, eh bien, ce plan climat a aussi donné lieu à un certain nombre d'actions déjà en place. D'une part, le plan alimentaire territorial, donc conduit avec la Chambre d'agriculture, et notamment il y a des projets autour de la cuisine centrale, on en reparlera. Bientôt il va y avoir le guide des producteurs qui va apparaître, donc normalement au printemps, vous aurez les guides des producteurs pour pouvoir consommer localement. On en a parlé aussi, le schéma directeur des énergies renouvelables, ce fameux SDE, et notamment la cartographie qui vous a été adressée récemment. Donc la préfiguration et la mise en œuvre de ce SDE va se faire on a aussi la loi APER qui est venue percuter ou compléter, on va dire, ce SDE. Et donc il nous reste encore un semestre pour finaliser tous ces éléments-là. Une société de projet, donc avec Sud Vendée Littoral Énergie, on en a parlé, avec le principe, c'est de développer des projets d'énergie renouvelable avec et sur les territoires des communes. Donc vous avez été questionné pour nous faire remonter les projets. Et donc vous voyez qu'il y a 89 projets qui ont été identifiés. Et donc on va retravailler, hiérarchiser et travailler avec Vendée Énergie pour investir progressivement sur les communes et dans le cadre de cette société de projet. Je passe toujours aussi, et on est toujours dans le plan climat, quand on parle d'intervention en milieu scolaire, vous voyez qu'on a aussi des programmes qui sont en lien avec le plan climat, donc on est dans l'information, la sensibilisation
aux consommations énergétiques, aux transitions écologiques à travers les interventions en milieu scolaire avec le CAUE, et Trivalis et ELISE. Et puis ont été conduits récemment aussi le guichet unique de l'habitat. Et puis la mobilité, donc un certain nombre de points autour de la mobilité avec le lancement d'une politique sur les mobilités, avec la prise de compétences en 2022, avec l'usage plus collectif de la voiture, donc covoiturage, et puis on en reparlera en 2024 avec aussi des nouvelles aires et puis des études de faisabilité sur d'autres services. La gestion des déchets, on en a parlé, on en reparlera aussi, ça fait toujours partie des actions du plan climat également. Et puis je vous en parlais aussi la semaine des initiatives qui a déjà eu lieu l'an passé, et puis qui va de nouveau avoir lieu, je peux vous donner les dates du 27 avril au 7 mai. Ça doit être ça, hein. Voilà, on vous en reparlera, mais la date est déjà fixée. Et puis également une étude autour de la stratégie et la gestion des risques liés au changement climatique. Et donc quand je vous parlais que l'un des volets du plan climat air énergie, c'est aussi l'adaptation au changement climatique, eh bien c'en est une parfaite illustration. Donc on œuvre dans ce cadre-là à la mise en place d'une étude qui va nous conduire jusqu'en 2026, et notamment la traduction dans le cadre du PLUI. Et puis un travail partenarial, le PCAET, c'est aussi de l'innovation et c'est aussi de l'expérimentation. Donc on travaille avec le collège TES, Transition énergétique et sociétale. Le principe, c'est comment changer nos modes de vie, nos pratiques au quotidien. Donc l'acculturation au changement climatique, pour que chacun d'entre nous puissions être à même d'interférer et d'être proactifs dans ce changement climatique. Et on travaille aussi avec le parc naturel régional du Marais Poitevin, ou l'atténuation du changement climatique. Et on travaille aussi avec le parc naturel régional du Marais Poitevin sur un programme LIFE. Et on va notamment travailler sur les questions de séquestration carbone, puisqu'on a parlé beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre ou d'émissions carbone, mais notre territoire a la chance aussi de pouvoir capter le carbone. On a des paysages, et notamment je parle des prairies humides, on a aussi toute la baie de l'Aiguillon. Voilà, donc on a un intérêt fort à se pencher sur la séquestration carbone dans les prochaines années, et c'est donc une action également du PCAET. Voilà. Je ne vais pas en parler plus, mais je pourrais en parler plus, mais je sais que le temps est compté, Madame la Présidente. On a beaucoup de choses à l'ordre du jour ce soir. 2 ans et demi de travail. Le principe, c'était bien sûr de vous proposer une feuille de route pour 2050, rappeler que les objectifs que l'on a proposés dans ce PCAET sont des objectifs qui ont été travaillés avec l'ensemble de nos administrés, de nos partenaires, des élus, et je voulais remercier d'une part les services de la Comcom, en particulier Samuel Le Goff et Clémentine Le Petit, qui m'ont accompagné sur la rédaction de ce schéma, remercier les élus d'avoir participé aux nombreuses commissions qui ont permis la rédaction de ce plan climat, remercier le CODEV, et puis remercier aussi tous les partenaires, notamment je pense aux agriculteurs qui ont œuvré pour la rédaction d'une partie de ce plan climat sur des volets très spécifiques. Voilà, je vous laisse bien sûr apporter vos questions, vos remarques, si vous le souhaitez, avant de soumettre au vote. Alors, est-ce qu'il y a des observations? Alors avant juste les observations, moi je tiens sincèrement, David, à te remercier pour l'implication, ton implication sur ce dossier, en effet, depuis 2 ans et demi, et puis les services qui t'accompagnent régulièrement là-dessus. En effet, la transition écologique, énergétique, et puis ce qui a induit un peu le PCAET, pour lequel on a mené de nombreuses études depuis 2 ans et demi, et tu l'as bien exprimé, ça ne reste pas au stade d'études. On est dans la phase opérationnelle. Elle est commencée, même si le PCAET n'est pas approuvé, elle est commencée, cette phase opérationnelle. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que même si on ne peut pas tenir le rythme des actions qui nous est demandé, on va tenir un rythme qui nous correspond. Et ça, c'est un enjeu important. C'est-à-dire on va avoir un rythme qui répond aux attentes de notre territoire. On ne renverse pas le bureau, comme je dis toujours, on ne chamboule pas tout, on avance à notre rythme, mais toujours avec cette préoccupation d'une transition énergétique réussie.
On a en effet reçu des avis favorables, que ce soit de la région, du PNR, enfin, voilà, de nos partenaires. Et comme tu le dis aussi, c'est pas tout seul qu'on peut y arriver. On a besoin de nos partenaires et on a besoin aussi des acteurs qui sont autour de nous, c'est-à-dire bon, les collectivités, nous bien entendu, avec toutes les composantes, l'habitat, enfin tout ce qui émerge du travail des collectivités, et puis les entreprises, on a vraiment besoin d'eux, le monde agricole. Voilà, donc c'est de nombreuses actions à apporter, on a un objectif ambitieux, mais qui va se dérouler au fil des années, au rythme qui correspond aux attentes de notre territoire et à notre capacité à faire. Donc vraiment bravo pour cette présentation synthétique et le travail qui est mené depuis 2 ans et demi. Est-ce qu'il y a des observations ? Je laisse poursuivre. Je vous propose d'approuver le plan climat et énergie territoriale 2030 de Sud-Vendée Littoral joint en annexe, d'autoriser la présidente à signer dans le cadre des démarches afférentes tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et bien sûr de poursuivre l'animation territoriale autour du plan climat afin de créer une dynamique partagée sur ces questions-là et de veiller à la mise en œuvre des actions de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et de l'ensemble des acteurs du territoire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie sincèrement. Oui, merci. Je renouvelle vraiment mes remerciements alors à vous évidemment qui approuvez ce plan et au travail qui a été initié depuis ces dernières années. Et puis, comme c'est sur ta lancée, David, tu vas continuer avec la proposition sur le contrat d'objectif territorial entre la Comcom et l'ADEME. Merci. Donc le contrat d'objectif territorial dans la lignée de ce que l'on vient de voir, je parlais d'animation du plan climat air énergie, mais ça va au-delà du plan climat air énergie. Le contrat d'objectif territorial est un outil de l'ADEME, un outil financier et technique qui a pour objectif d'accompagner certains territoires dans la transition écologique. Alors c'est une vraie reconnaissance en tout cas de la part de l'ADEME sur notre territoire, puisqu'il n'y a que 12 territoires qui sont accompagnés par l'ADEME au sein des Pays de la Loire et 2 en Vendée. Donc c'est une vraie reconnaissance sur notre investissement autour de la transition énergétique. La mise en place d'un outil, c'était la mise en place d'un outil qui se veut aussi managérial, qui permet de planifier, d'opérationnaliser le plan d'action sur les thématiques et d'évaluer ces thématiques-là, notamment sur 2 référentiels, on va les voir. Le premier référentiel autour des énergies climat et un autre référentiel autour de l'économie circulaire. Donc le principe, c'est un travail qui va se faire en 2 phases. Hop, je ne sais plus s'il est là ou là. Bref, je vais voir. En tout cas, le principe, ça va se faire en 2 phases. C'est qu'on va avoir d'abord une première phase autour d'un diagnostic qui va se faire pendant 1 an, 1 an et demi. Le principe, c'est d'essayer c'est de recenser toutes les actions qui seront conduites et qui font écho à ces 2 référentiels autour du plan climat et référentiel autour des autour des économies circulaires. Et quand je parle de transversalité, c'est qu'on va aller rechercher toutes les actions que l'on conduit, à la fois sur les déchets, à la fois sur la mobilité. Bref, on va être sur un gros principe de transversalité. On va synthétiser, recentrer dans un document unique toutes ces actions qui sont conduites sur ces thématiques-là. À l'issue de ce premier diagnostic, on va, avec l'ADEME, fixer un objectif ou des objectifs, c'est-à-dire comment atteindre des orientations sur ces 2 référentiels. Et à l'issue de cette première phase, c'est-à-dire diagnostic et puis définition des objectifs, on va avoir 3 ans pour mettre en œuvre un plan d'action. Voilà un petit peu le principe qui est sous-entendu derrière cette notion de contrat d'objectif territorial. C'est bien un contrat et qui fixe bien des objectifs sur notre territoire. Donc on va partir d'un diagnostic, voir où nous en sommes, et on va travailler avec l'ADEME sur une projection, sur une feuille de route. Et donc on a déjà le plan climat qui va nous permettre d'abonder ce premier travail. Donc voilà un cadre méthodologique, je vous l'ai dit, avec un appui spécifique. Donc
l'ADEME va nous apporter un accompagnement, nous mettre à disposition un conseiller, et puis il va nous apporter aussi un apport financier, puisque pour cette première phase de diagnostic, il y a une aide forfaitaire de 75 000 € qui va nous permettre aussi de travailler sur de la prestation extérieure si on en a besoin pour compléter ce diagnostic sur ces deux référentiels, donc je répète, climat-énergie et économie circulaire. Et puis derrière, eh bien, une fois qu'on aura travaillé ce plan d'action, eh bien, il y aura un audit au bout des 3 ans, et l'audit nous permettra de savoir si on a obtenu 1, 1, 2, on aura au moins une étoile, parce qu'à partir du moment où on est engagé dans le dispositif, on a au moins une étoile. Mais si on atteint les objectifs, eh bien, vous voyez qu'on peut aller chercher un territoire, un label territoire engagé. Et ce qui permettra d'avoir une vraie reconnaissance du travail fourni sur notre territoire et en termes de communication également de viser cette labellisation et ce nombre d'étoiles. Alors vous voyez que ces deux référentiels balayent très très large. Quand on parlait de stratégie, de thématique et de moyens, voilà, on a déjà des actions qui répondent parfaitement à ce plan d'action, et puis il va falloir aussi aller chercher d'autres et de nouvelles actions. On est sans doute un peu plus faible sur l'économie circulaire, mais on s'organise et on va s'organiser en interne justement pour balayer aussi ce référentiel des énergies, des économies circulaires. Voilà, donc phase 1, phase 2, je ne reviens pas dessus. Et puis, donc vous voyez que la phase 2 va s'accompagner également d'un versement ou d'une enveloppe financière qui peut aller jusqu'à 275 000 € si on atteint les objectifs que l'on aura fixés et définis avec l'ADEME. Donc comment ils définissent les objectifs? En fait, ils regardent la strate de population dans laquelle nous sommes. Ils ont déjà un recul de 20 ans sur ces référentiels-là, et ils savent comment les EPCI ont pu travailler ces questions-là. Et en partant du diagnostic, ils savent à peu près vers quel objectif on peut tendre. Et donc c'est eux qui vont nous fixer cette tendance-là, et à nous derrière de répondre et de pouvoir aller vers ces objectifs-là. Une précision, c'est qu'au bout de la phase 1, c'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, si on ne souhaite pas poursuivre, on peut se retirer et stopper le processus quand on le souhaite. Voilà. En tout cas, c'est un bel outil de management très transversal qui nous permet, en tant que vice-président, en tant que nous tous aussi, de travailler sur de la transversalité, vous avez bien compris, de pouvoir aussi suivre l'exécution de ces plans d'action, de voir où nous en sommes vers ces objectifs que l'on aura fixés collectivement, et ça permet aux services d'avoir aussi cette vision de donner du sens à leurs actions et de savoir qu'ils ne travaillent pas en silo, mais bien dans un plan beaucoup plus vaste et global qui est ce contrat d'objectif territorial. On n'avait plus. Je suis où? C'était la dernière slide? Je pense que c'est la dernière, ouais. Voilà, rapidement présenter ce contrat d'objectif territorial qui permettra effectivement aussi de continuer à dynamiser notre PCAET, mais vous voyez qu'on va aborder plein d'autres choses également à travers ce contrat d'objectif. Mais comme tu le dis d'ailleurs, quand on l'a travaillé, c'est la continuité de la délibération précédente, c'est-à-dire qu'on est aussi dans des phases opérationnelles, même s'il y a une phase d'étude. En effet, sur l'économie circulaire, on a eu un peu de mal à décoller. On a essayé déjà de rencontrer les entreprises, de travailler. Il y a des choses qui se mettent en place, mais ils ont besoin d'un accompagnement. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on sait qu'on a une marge de progression assez vite et qui peut être très, très importante. Après, il y a quand même beaucoup d'actions déjà engagées sur la réduction des déchets. Moi, je pense que voilà, c'est un enjeu fort, mais c'est un accompagnement nécessaire si on veut réussir toutes les actions que nous avons mises en place et que nous souhaitons porter collectivement. Et c'est un appui financier non négligeable. Voilà, et c'est aussi en plus, voilà. Mais je voulais pas voir que cette petite facette. Non, mais... mais en effet, c'est au-delà de cette facette-là, c'est vraiment une véritable force et un atout pour notre territoire. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Non, je te laisse continuer. Merci. Donc, je vous propose de valider l'engagement de Suzanne des Littorales dans la démarche de contrat d'objectif territorial proposé par l'ADEME et d'autoriser la présidente à signer la convention ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Et donc, si vous le souhaitez, je pense qu'on pourrait signer la convention début d'année 2024, telle qu'il nous l'avait proposé. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient?
Je vous remercie. Merci beaucoup, David, pour ces deux présentations. Nous allons passer au point suivant qui est sur l'environnement. Et en l'absence de Jeanne Gandriot, je vais vous le présenter. Il s'agit donc de l'approbation du règlement de services d'assainissement non collectif. Et c'est surtout les changements, c'est d'approuver les changements au niveau du règlement d'assainissement non collectif pour l'année 2024. Donc ça porte sur quelques points. Donc la mise à jour en termes d'évolution réglementaire, surtout pour les installations supérieures à 20 équivalents habitants. L'évolution des pénalités pour les refus de contrôle et la non-réalisation des travaux de réhabilitation dans les délais impartis. La modification du chapitre du RGPD. La mise à jour sur les procédures d'instruction d'un projet neuf ou de réhabilitation, et enfin une mise à jour sur les méthodes de facturation selon la typologie de l'installation d'assainissement, avec franchement sur ce volet-là une volonté de simplification de la tarification. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles, si je peux répondre, je le ferai bien volontiers en ayant demandé quelques éléments à Jam préalables? Non, pas de questions. Dans ces cas-là, je mets aux voix et je vous demande donc d'approuver à partir du 1er janvier 2024 le règlement de service public d'assainissement non collectif dont vous aviez le texte en annexe et qui se substitue au précédent règlement de service. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie et je passe la parole à... Merci Madame la Présidente. Donc la quatrième délibération, c'est la passation d'un avenant numéro 1 à la convention d'études entre l'établissement public foncier de la Vendée, la commune de Mareuil sur l'Édisset et la communauté de communes. Bon, ce sont des choses que vous connaissez bien maintenant. Hein. Donc il y a une convention qui a été passée, d'études qui a été passée entre la communauté de communes sur le littoral, la commune de Mareuil et l'établissement public foncier concernant le secteur de l'îlot Moulin-Fleury à proximité du bourg de Mareuil-sur-Lay. Cet espace a été identifié dans le cadre de l'action Petite Ville de demain pour un projet de densification urbaine, d'habitat inclusif afin de fixer de nouveaux liens intergénérationnels et de participer au mieux vivre des personnes âgées. Le périmètre d'études défini dans ladite convention contient 3 parcelles. La parcelle FNS 462, 474 et 555. Dans le cadre des négociations qui ont été menées, il convient d'une part d'augmenter le périmètre initial afin que le PF puisse racheter une petite partie de la parcelle cadastrée F245. D'autre part, d'inclure également la parcelle cadastrée à la section F244, puisqu'un échange foncier pourrait être imaginé avec le propriétaire de la dite parcelle afin d'obtenir un découpage plus rationnel du périmètre, de mettre à jour les références cadastrales qui ont évolué, les parcelles cadastrées, les sections F555, 474, 244 ont été renommées respectivement AL 118, AL 121 et AL 119. Les parcelles cadastrées section FNS 462 et 245 ont fusionné pour devenir la section AL 120. Donc il convient de prendre en compte les modifications telles que définies ci-dessus, via l'adoption d'un contrat d'avenant à la convention d'études. Voilà, donc on vous demande d'accepter la passation de l'avenant à la convention d'études et d'autoriser Madame la Présidente à signer l'avenant et toutes les pièces nécessaires à ce dossier. Je ne sais pas si vous avez des remarques particulières. La commune de Mareuil, rien à dire? Très bien, rien à rajouter. Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous en remercie. La 5e délibération concerne la passation d'un avenant numéro 1 à la Convention d'études et d'action foncière l'îlot de Féol entre l'établissement public foncier de la Vendée, la communauté de communes et la commune de la Réorte. C'est l'autorisation de signature. La commune de la Réorte a sollicité l'intervention de l'établissement public foncier de la Vendée pour une mission d'études et d'action foncière sur le secteur de l'îlot de Féol en vue de réaliser un projet de renouvellement urbain. La convention d'action a été passée le 7 juin 2022 et elle concerne cet îlot. Elle vise à poursuivre le travail de veille déjà engagé à mettre en œuvre les négociations foncières avec les propriétaires restants, éventuellement des futurs travaux de déconstruction dans le périmètre d'action foncière. Elle vise aussi à poursuivre les réflexions relatives à l'aménagement des terrains situés à l'intérieur du périmètre d'études par l'extension de l'étude de faisabilité urbaine déjà engagée. Il convient de modifier, bien sûr, les modalités d'intervention de l'EPF
et notamment les éléments liés au périmètre d'intervention et au budget de la Convention. Il vous est ainsi proposé donc, de modifier 2 articles. L'un concernant donc, le périmètre couvre 43 parcelles, soit une parcelle totale de 12 473 mètres carrés. Je ne vais pas vous citer les parcelles, je vais vous en faire l'impasse. Ces parcelles sont classées en zone UAF au PLUI. Et sur l'article 3, c'est l'engagement financier, donc de préciser que le montant de l'engagement financier de l'EPF de la Vendée au titre de la présente convention est plafonné à 400 000 € hors taxe. Il est destiné au financement de l'ensemble des dépenses liées aux actions foncières. Voilà, donc il vous est proposé d'accepter la passation de l'avenant numéro 1 à la convention d'études et d'autoriser Madame la Présidente à signer les pièces afférentes à ce dossier. Avez-vous des remarques? Madame le maire? Non. D'accord. Très bien. On soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous en remercie. 6e délibération, passation d'une convention d'études entre l'établissement public foncier de la Vendée, la commune de Léroux et la communauté de communes. La commune de Léroux a sollicité l'intervention de l'EPF de la Vendée pour une mission d'études relative à la réalisation d'un projet de revitalisation du centre-bourg. La présente convention s'inscrit dans un projet de revitalisation du centre-bourg. Elle vise à définir les engagements que prennent la commune de Léroux, la communauté de communes et l'EPF en vue de réaliser un projet urbain, ainsi que les conditions dans lesquelles les biens acquis avec l'établissement public seront revendus à la commune ou à un tiers de son choix. De préciser les modalités d'intervention de l'établissement public foncier de la Vendée. Le périmètre d'études situé en centre-bourg, au sein du centre-bourg de la commune, est sur une superficie totale d'environ 2836 mètres carrés. Il porte précisément sur les parcelles suivantes, section AB numéro 55, 57, 201 et 203. La durée de la convention est fixée à 18 mois. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la passation de la convention d'études et d'autoriser Madame la Présidente à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Avez-vous des remarques particulières? Non, Monsieur le maire. Je vous remercie. On le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Approbation de la modification du droit commun numéro 1 du plan local d'urbanisme de Château-Guibert. Le projet de modification du droit commun numéro 1 du plan local d'urbanisme de Château-Guibert a pour objet d'ouvrir à l'urbanisme une partie, soit 1,5 hectare, de la zone 2AU de 4,6 hectares du pont Hainaut, on dit Hainaut ou Hainaut, je ne sais pas. Hainaut. Pour la réalisation d'un lotissement et de mettre à jour l'orientation d'aménagement et de programmation numéro 2 et de supprimer l'emplacement réservé numéro 1 de ce secteur. Donc il vous est proposé d'approuver la modification de ce dossier, la modification du droit commun numéro 1 du PLU de Château-Guibert et de dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes et de la mairie de Château-Guibert durant 1 mois et que la mention de cet affichage sera diffusée dans le journal départemental de la Vendée. Avez-vous des remarques? Château-Guibert? Non. Très bien. On soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Point numéro 8. Alors là, c'est un avis qu'on nous demande sur les incidences environnementales notables d'un projet de la société Solitop à Saint-Cyr-des-Gats. Alors, sachant que c'est hors la communauté de communes, mais donc c'est une demande qui est formulée par le préfet de la Vendée. Donc la demande de la société Solitop, filiale de SARP Industrie, société du groupe Veolia, pour l'obtention d'une autorisation environnementale unique d'exploiter une plateforme de déchets minéraux multifilières à Saint-Cyr-des-Gats. La société sollicite donc, à travers cette convention, le renouvellement pour 20 années et l'extension du projet sur une superficie de 42 hectares, dont 8 hectares sont dédiés au stockage de déchets dangereux sur les parcelles localisées au sud de l'emprise actuelle, la création d'une plateforme de tri, de transit, de pré-traitement, de traitement et de valorisation des déchets minéraux, la création d'une plateforme de pré-traitement et valorisation des déchets amiantés, assimilés et de peinture au plomb, le réaménagement et matériaux inertes pour une superficie sur une superficie d'environ 2 hectares sur une partie des casiers d'ordures ménagères et de déchets industriels banals en post-exploitation, l'utilisation de la carrière à l'est en tant que zone d'entreposage pour les matériaux utilisés dans le cadre de travaux et les produits valorisés issus de la plateforme de valorisation des déchets minéraux,
la création d'une nouvelle zone de vie regroupant le bâtiment administratif, le laboratoire et l'usine de stabilisation en remplacement de l'ancienne zone. Les incidences environnementales les plus notables du projet concernent la modification de la topographie initiale du site en phase travaux et en phase exploitation, la modification de la géologie locale en phase travaux, la consommation de 14 hectares de parcelles agricoles en phase travaux, en phase exploitation, en phase post-exploitation, la visibilité des moitiés supérieures de l'usine de stabilisation du stockage des déchets dangereux depuis le monument historique de l'usine du Moulin à Vent en phase travaux, et la modification paysagère et morphologique du site en phase travaux et en phase exploitation et en phase post-exploitation. On considère que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation mises en œuvre pour limiter les incidences environnementales sont notables et que les incidences environnementales notables du projet n'impactent pas le territoire de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc il est proposé d'émettre un avis favorable sur les incidences environnementales notables du projet de la société Solitop. Alors, il y a des communes qui sont très proches et concernées. Si vous voulez vous exprimer à ce sujet, y a-t-il des remarques particulières? Les gens qui sont sur la semaine, en fait. Oui. Non. Très bien. Donc, c'était un avis qui était demandé par le préfet, donc on répondra. Donc, on vous demande d'émettre un avis sur les incidences environnementales notables du projet. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Une seule, pardon? Oui. Donc, voter à l'unanimité avec une abstention. Point numéro 9, modalité de la mise à disposition du public de projet de modification simplifiée numéro 3 du plan local d'urbanisme de l'Héroux. Il y a lieu de faire évoluer le PLU de la commune de l'Héroux afin d'autoriser les murs de clôture d'une hauteur maximale de 1,50 m en limite séparative de la zone U et du secteur NH, d'autoriser les grillages d'une hauteur maximum de 1,80 m en limite séparative pour la zone U et le secteur NH, d'autoriser les murs bahus d'une hauteur maximale de 1,20 m surmontés de lames inclinées d'une hauteur maximale de 0,30 m, 30 cm, à l'alignement de la zone U, d'autoriser les clôtures de type ranch à l'alignement du secteur NH, d'interdire les panneaux pleins, bois ou autres matières en limite séparative pour la zone U et le secteur NH. Il est proposé donc de fixer les modalités de la mise à disposition du public suivantes. Le projet sera tenu à disposition du public du 15 janvier 2024 au 15 février 2024 à la mairie de l'Héroux au siège de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, aux jours et aux heures habituelles d'ouverture. Le public pourra présenter ses observations et propositions sur un registre à feuillet non mobile ouvert à cet effet. Et il est proposé donc de dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes et de la mairie de l'Héroux pendant 1 mois et que la mention de cet affichage sera diffusée dans le journal départemental. Avez-vous des remarques particulières? Voilà, donc on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Autre délibération, c'est la modalité de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée numéro 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Luçon. Il a lieu effectivement de faire évoluer le PLU de la commune de Luçon afin de majorer la hauteur maximum de construction en zone UA de 20% pour augmenter la densité de cette zone et permettre la création de logements supplémentaires, et de majorer la hauteur maximale de construction en zone 1 AUE de 20% pour augmenter la densité de ces zones d'activité et de permettre la création d'emplois supplémentaires. Donc, il est proposé de fixer les modalités de la mise à disposition du public suivant. Le projet sera tenu à disposition du public du 15 janvier 2024 au 15 février 2024 à la mairie de Luçon ou au siège de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral aux heures ouvrables. Le public pourra présenter ses observations et propositions sur un registre à feuillet non mobile ouvert à cet effet. Et la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes dans la mairie de Luçon pendant 1 mois. Et cette mention sera affichée dans le journal du département. En fait, ça concerne un secteur hors SPR, qui est défini sur le secteur aujourd'hui de ce qu'on appelle l'ancienne piscine, où il va être élevé donc, des immeubles. Et dans la zone UE, c'est la zone de Sébastopol, pour la création donc, de nouveaux bâtiments pour la serrurerie luçonnaise. Voilà. Avez-vous des remarques particulières? Non. Donc on soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
voté à l'unanimité, je vous en remercie. La 11e délibération, modalité de mise à disposition du public du projet de manifestation simplifiée pour rectification d'une erreur matérielle du plan local d'urbanisme intercommunal de l'ex-communauté de communes du pays de Saint-Hermine. Il y a lieu de faire évoluer le plan local d'urbanisme intercommunal de l'ex-pays de la communauté de communes de Saint-Hermine afin d'autoriser la sous-destination artisanale et commerce de détail dans les zones d'activité économique. Il est proposé donc de fixer les modalités de mise à disposition du public au public suivant. Le projet sera tenu à disposition du 15 janvier au 15 février 2024 au siège de la communauté de communes et dans les mairies des communes concernées et aux jours et aux ordres ouvrables, donc de la communauté de communes de l'ex-pays de Saint-Hermine. Le public pourra présenter ses observations et propositions sur un registre à feuillet non mobile ouvert à cet effet. Et bien sûr, cette délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes dans les mairies et les communes concernées pendant 1 mois, et que cet affichage sera diffusé dans le journal départemental. En fait, c'est pour autoriser, dans les zones artisanales, les artisans à s'installer. Parce qu'aujourd'hui, c'était mal défini. C'était le flou artistique. Voilà, c'est tout simplement pour autoriser les artisans à s'installer en zone artisanale. Avez-vous des remarques particulières? Non. On vous soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. La 12e délibération, c'est l'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte à l'Aiguillon de la Presqu'île. Il est rappelé à l'Assemblée que la loi climat-résilience promulguée le 22 août 2021 a posé les principes et défini les modalités de l'intégration de l'érosion côtière dans les documents d'urbanisme et la prise en compte du retrait du trait de côte prévisible de 30 à 100 ans. La commune de l'Aiguillon de la Presqu'île est concernée par le recul du trait de côte en quelques endroits identifiés de son littoral, et notamment sur les secteurs nord des plages de la Faute-sur-Mer et le rivage au sud de la plage de l'Oasis à l'Aiguillon-sur-Mer. Même si le bâti ne semble pas concerné par l'évolution du trait de côte, il s'avère qu'à l'horizon 2050, plusieurs des plages pourraient être affectées par le phénomène érosif. Dans ce cadre, le conseil municipal de l'Aiguillon de la Presqu'île a décidé de solliciter l'inscription de la commune sur la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et de la politique d'aménagement doivent être adaptées au phénomène hydrosédimentaire entraînant l'érosion du littoral. Dans ce cadre, la commune et la communauté de communes devront réaliser une cartographie d'évolution du trait de côte à court, donc 0 à 30 ans, et long terme, donc de 30 à 100 ans. La commune devra s'appuyer sur ses connaissances, ses études préalables, ses concertations et ses expérimentations pour informer la population et trouver des solutions. La mise en œuvre de telles solutions requiert des stratégies d'aménagement fondées sur des projets de territoire portés par les collectivités territoriales. Devront créer un nouveau régime de bail réel de longue durée, possibilité de racheter le bien se trouvant sur une zone d'exposition, puis relocalisation des personnes dans un périmètre proche de l'ancien logement, renforcer la compétence des établissements publics fonciers, locaux et d'État afin d'accompagner les collectivités pour l'adaptation de leur territoire au recul du trait de côte, instaurer un droit de préemption spécifique au profit des communes. Il est précisé qu'à ce titre, la commune de l'Aiguillon de la Presqu'île soutient l'action de l'Association nationale des élus du littoral, l'ANEL, dont Laurent, bien sûr, est membre, qui, en concertation, souhaite mettre en œuvre un modèle de financement trouvant le point de rencontre entre la solidarité nationale et la part des communes, afin de constituer un fonds permettant de financer les aménagements nécessaires au cours des 30 prochaines années. Par ailleurs, la commune de l'Aiguillon de la Presqu'île a pris pleinement conscience des enjeux climatiques sur l'évolution de son trait de côte et a anticipé sur la connaissance de son évolution, ainsi que sur les moyens mobilisables pour s'adapter à ces effets. Ainsi, tant pour les concessions des plages, les équipements de surveillance ou les aménagements des sites naturels, elle travaille activement avec les services de l'État, le Conservatoire du littoral, la communauté de communes et le parc naturel régional du Marais Poitevin pour élaborer des projets de territoire compatibles avec l'évolution du littoral. Au titre de sa compétence plan local d'urbanisme, la communauté de communes est sollicitée pour émettre un avis sur la demande d'inscription de la commune de l'Aiguillon de la Presqu'île sur la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées au phénomène hydrosédimentaire entraînant l'érosion du littoral. Ainsi, il vous est proposé
d'émettre un avis favorable à la demande d'inscription de la commune l'Aiguillon-la Presqu'île sur la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral, et d'émettre un avis favorable à l'élaboration d'une cartographie d'évolution du trait de côte à court et à long terme sur le territoire de la commune de l'Aiguillon-la Presqu'île. Voilà, je pense que Laurent veut peut-être rajouter quelque chose. Simplement que la commune de l'Aiguillon-la Presqu'île n'était pas sur la liste originelle avec la Tranche-sur-Mer des communes qui étaient soumises justement au travail sur l'érosion du trait de côte et notamment sur le recul du trait de côte et la planification qui correspond de 0 à 30 ans et de 30 à 100 ans. Mais compte tenu de l'évolution, pour ceux qui viennent de temps en temps sur notre commune à la Faute ou à l'Aiguillon et qui voient les mouvements sédimentaires et l'érosion, peu d'accrétion mais beaucoup d'érosion en ce moment sur les plages, il nous paraissait important de nous inscrire volontairement de nous-mêmes et d'anticiper les années à venir et les conséquences de la dilatation des océans et du réchauffement climatique et de commencer à culturer notre population à une cartographie qui lui permettra de voir ce qui va se passer sur les 30 prochaines années. Voilà. Et donc, on s'est inscrit, j'ai proposé à mon conseil municipal de s'inscrire dans le cadre de la loi 2021, ce qui a été voté chez nous à l'unanimité, mais on doit vous demander votre avis, puisque si ce sont les communes qui ont la main, qui sont les promoteurs de la nouvelle planification, contrairement au plan de prévention des risques où c'était l'État, il faut que la communauté de communes, ça passe en fait par la communauté de communes pour créer cette planification qui est subventionnée à 80%, voire un peu plus, puisque en ce moment il y a une discussion des maires, notamment l'ANEL, tu en parlais tout à l'heure, qui trouvent que c'est pas normal que ce soit les maires qui soient seuls à la manœuvre là-dessus, enfin les communes, et on discute avec le ministère et Béchu et le ministre Béchu pour voir comment trouver des financements qui aillent jusqu'à 90-95%. Voilà. Merci pour les précisions. Avez-vous d'autres remarques? Non? Très bien. Écoutez, bien, on soumet à votre vote effectivement cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci pour la presqu'île. Voilà. La 13e délibération, c'est la proposition des tarifs donc du service du droit commun, donc des droits des sols, vous savez. Donc depuis en 2021, on avait acté qu'effectivement les communes participeraient financièrement donc aux actes d'urbanisme, et on avait dit qu'on ferait un lissage jusqu'en 2024 pour arriver à une proportion donc de 70% de participation financière pour les communes et 30% pour la communauté de communes. Il s'avère que cette année, là, on est à peu près à plus de 3030 actes actuellement. Là, on va finir l'année à peu près là-dessus. L'année prochaine, par contre, on estime que les actes devraient légèrement diminuer de à peu près 10%. Enfin, c'est une estimation, hein. Pour l'instant, on ne le sait pas vraiment. Alors, ce qu'on a décidé, en fait, enfin, ce qui a été décidé en bureau, hein, c'est pour ça qu'on vous le propose ce soir, c'est en fait de figer pour cette année les tarifs de l'année dernière et de ne pas les augmenter, de ne pas passer aux tarifs qu'on avait initialement prévus en 2024. Donc, quelque part, voilà, c'est une reconnaissance qui est faite à travers cela. Donc, dans la note de synthèse, vous avez donc le tableau affiché avec les tarifs, hein, avec les actes. Pour les certificats d'urbanisme, donc on va maintenir à 44 €, les permis d'ammolir à 89, déclaration préalable 78, permis de construire à 111 €, permis d'aménager donc 133, permis d'aménager simple 75, modification de permis de construire 75, modification de permis d'aménager 75. Voilà, donc on ne modifie pas les tarifs, on les maintient. Donc il vous est proposé de fixer les tarifs tels que je viens de vous les détailler et de dire que ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2024. Avez-vous des remarques particulières? Non? Très bien. Écoutez, je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci Dominique, et juste sur ce point-là, féliciter leur travail, hein, parce qu'ils essaient de nous répondre. Évidemment, ils ont des délais contraints, mais au-delà de ça, on a un service que je qualifie de grande qualité.
à notre écoute, réactif, et puis qui sait aussi nous apporter les compléments d'informations, ou nous aiguiller, ou nous épauler, et répondre à nos populations quand ils sont dans cette attente. Donc vraiment, je tiens ce soir à féliciter la qualité de leur travail. En effet, on pensait que les actes allaient déjà commencer à diminuer un petit peu. C'est pas le cas, hein, ça progresse. On attend une petite baisse pour 2024, donc ce qui parfois peut les mettre un peu en difficulté, ou vous mettre un peu en difficulté, mais sachez que vraiment, ils font le maximum pour vous répondre au plus près, au plus juste et le plus rapidement possible. Bien, on change de sujet complètement et on part sur... Ah, c'est Pierre qui prend la main sur la fixation des tarifs des services communautaires au niveau des déchets. Vas-y, voilà, Pierre. alors donc il y a une certaine continuité en termes de tarifs, en effet, puisque là, je vous propose une évolution des tarifs des services communautaires dans le domaine des déchets. Je vous rappelle que les professionnels du territoire sont soumis à une facturation de leur dépôt de déchets dans nos déchetteries, donc en termes de tout venant, de gravats, de déchets verts, de bois, de plastique, de plaques, de polystyrène. Jusqu'à présent, aucune facturation n'était appliquée pour les dépôts de carton et de déchets ménagers spéciaux. Mais le carton ne génère plus de recettes pour la collectivité et les DMS, déchets ménagers spéciaux, sont régulièrement déposés par les professionnels dans nos déchetteries, alors que la plupart d'entre eux ont une filière de collecte et de traitement de ce type de déchets. On parle de réduction de déchets, en fait, c'est le contraire qu'on observe. En termes de tonnage, on voit des augmentations pour ces deux flux, plus 66 tonnes en 2022 pour le carton et 17 tonnes en plus pour les DMS. Voilà, donc ça nous oblige à revoir notre position en termes de tarifs, de facturation. Par ailleurs, à partir de 2024, se met en place enfin, de façon plus claire, la REP PMCB, responsabilité élargie des producteurs pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Voilà. Et donc les professionnels savent qu'ils payent déjà une éco-contribution, mais dans les faits, dans les déchetteries, pour le moment, il n'y avait rien d'organisé, et ça se met en place. Mais j'y reviendrai dans une autre délibération tout à l'heure. Voilà. Enfin, il y a, en effet, compte tenu de cette REP, il y a des dépôts qui ne vont plus être facturés. Donc, voilà. Il y a plusieurs changements. Par ailleurs, on s'harmonise avec Trivalis pour essayer de ne pas faire n'importe quoi selon les lieux. Voilà. Et un autre domaine aussi, en termes d'amiante, on en a parlé déjà, on avait maintenu une collecte d'amiante parce qu'on voit bien qu'il faut absolument éviter les dépôts sauvages d'amiante. Voilà. Pour autant, ça nous coûte cher. Et donc, voilà, on retravaille sur les tarifs pour éviter que les professionnels utilisent ce service à pas cher dans nos déchetteries. Enfin, en termes de composteurs, avec l'enjeu de diminuer le volume de nos ordures ménagères, donc on incite les particuliers à composter, plutôt que de mettre ça en déchetterie. Voilà. Et donc, pour ça, il faut s'équiper en composteur. On avait validé, en 2022, un tarif de base de 25 €, quel que soit le type de composteur. Et là, on vous propose une évolution, parce qu'on voit bien qu'entre bois et plastique, ça n'est pas le même coût pour nous. Et en bois, en plus, on peine à avoir les livraisons comme on voudrait. Donc, on vous propose un différentiel de tarifs. Voilà. Bon. Voilà. Donc, je ne veux pas vous décrire l'argumentaire en détail, j'avance un peu. Dans un autre domaine aussi, autre tarif qui va devoir rentrer, puisque alors beaucoup se posent des questions sur cette fameuse carte d'accès en déchetterie. Elle va arriver, les premiers vont la recevoir bientôt. Ça va mettre un peu de temps parce que on arrive à 60% d'inscrits déjà. C'est un très bon score, mais il faut du temps. Et la carte d'accès, évidemment, ne peut être donnée qu'à ceux qui sont inscrits dans le recensement qui est en cours. Donc, en termes de tarifs, on va vous proposer quelque chose. Voilà. Alors, en résumé, vous avez le tableau peut-être dans vos documents. Donc, le tout venant qui s'enfouit. Donc c'est un problème, on paye une taxe forte là-dessus. Donc on passe d'un tarif de 45 € à un tarif de 50 € pour être à égalité avec tous les autres territoires vendéens. Les déchets verts, on reste pareil. Et les gravats, dans le cadre de la nouvelle REP, deviennent gratuits parce qu'il y a une éco-contribution qui est payée par les professionnels. Donc
Il n'y a pas de raison qu'ils payent 2 fois. C'est vrai pour le bois, c'est vrai pour le plastique, c'est vrai pour le plâtre. Le polystyrène, ça reste le même tarif. Les cartons de gratuits, on vous propose de les facturer à 10 €. Les déchets ménagers spéciaux, on passe aussi à une facturation à 20 centimes du litre. Voilà. Les big bags pour l'amiante, on ne touche à rien. Les composteurs en plastique, on vous propose de maintenir, mais le composteur en bois, on vous propose de penser de 25 à 35. On reste très compétitif par rapport au marché. Hein. On finance à hauteur de 60% quand même, c'est pas mal. Voilà. Et puis, alors pour les cartes en déchetterie, donc le principe qu'on vous propose est le suivant. La première carte délivrée, bien évidemment, elle sera gratuite. Et puis, si quelqu'un a besoin d'une carte supplémentaire à voir, donc là, on veut éviter la multiplication des cartes, donc on la facturerait celle-là 5 €. Et puis, si on la perd, ou si quelqu'un déménage et ne la restitue pas, donc on la facture 15 €. Voilà, on vous propose ça. Voilà, je fais le tour de toutes les évolutions de tarifs. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur ces choses-là? Vas-y, Bernard. Oui, Bernard. Alors, alors, je ne vais pas vous raconter le détail, ça va se faire sur les 6 premiers mois. Hein, d'accord? Les professionnels vont en avoir très rapidement, hein, pour faciliter la facturation. Pour les particuliers, on va y aller par lot de 10 à 15 000 minimum, sinon c'est ingérable, hein, pour des questions de coût, de logistique, etc. Donc il y a un premier groupe qui va partir, et puis ça va s'étaler après en saison. Voilà. Mais si vous êtes inscrit, vous l'aurez rapidement. Pas de souci. Je pense que derrière ta question, et c'est important, Pierre, parce que c'est la question qu'on a, on en a parlé ensemble, c'est l'accès. Est-ce que les barrières seront fermées? Comment est-ce que ça va se passer? Voilà, je pense que c'est important de clarifier les choses, qu'en effet, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Hein, donc en clair, les barrières sont mises en place dans les 4 déchetteries prévues. Les agents sont formés pour enregistrer les cartes dans les déchetteries qui n'ont pas de barrières. Voilà. On va être cool au début de l'année, parce que les agents, il faut s'adapter, c'est une évolution du métier. Les usagers, bah, évidemment, ça va changer un peu. Néanmoins, le nombre de passages et tout, pas de limite, ni en 2024, ni en 2025, on continue comme d'habitude. Voilà. C'est seulement en 2026 qu'il y aura du changement. Mais il y aura évidemment, tant qu'il n'y a pas les cartes... mais la carte sera là. Il n'y a pas de souci, il faut vraiment... Voilà. Hein? Vas-y. Ah bon, moi je n'ai pas reçu. Ah ben Nicolas aussi, pas moi. Vas-y, Judicaël, pardon. Qu'est-ce qu'il dit sur SMS? Qu'on est validé, que c'est validé. Qu'est-ce qui est validé? Bon alors, pardon, je vais reculer un petit peu. Je profite de cette présentation sur les déchets pour pas me plaindre, mais faire remonter quand même une info de mon conseil. C'est le seul sujet depuis 3 ans où je dirige les débats, où je me fais brasser, et encore mardi, là, c'est même plus brassé, enfin je suis gros, ça va, on peut brasser assez régulièrement. C'est très dur, moi je dirais la communication n'est pas bon du tout. Je le dis un peu brutalement, c'est pas un reproche, c'est un constat. Moi j'ai des milliers de questions, le petit épisode qu'on vient de vivre ensemble, là sur attention, faut être clair, mais c'est tous les jours comme ça. En fait là on est parti depuis qu'on a choisi la modification, le passage à la taxe, etc. On a plongé les gens dans un brouillard qui est assez épais. Je parle pour mon cas, je m'occupe que de ma commune en l'occurrence. Là, on est en train de partir sacrément dans le mur au niveau des ordures, au niveau du public. Mais vraiment. C'est-à-dire que là, au niveau communication, c'est plutôt faible. Il y a énormément de questions et très peu de réponses. Et je ne voudrais pas être à la place des agents, je le disais tout à l'heure, qui répondent au téléphone à la Comcom, ça doit être l'enfer depuis plusieurs semaines. Je ne sais pas comment ils font même pour tenir psychologiquement, ça va être compliqué. Donc moi je vous fais juste remonter ça sur le point déchets, il y a quand même un gros souci. Les gens pensent qu'on va payer, qu'on va peser, qu'on va fliquer, c'est infernal. Donc je pense que c'était important d'appuyer quand même, on est là pour ça aujourd'hui, hein, c'est pas encore Noël, mais si le Père Noël veut m'apporter un peu de sérénité au niveau des ordures ménagères, je suis preneur. Je pense aussi au point qu'on n'évoque pas souvent,
Il me semble qu'au niveau des biodéchets, on avance un peu vers quelques gros soucis de gestion. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'on va dans ce dossier-là. Le biodéchet, ça va poser des gros soucis d'organisation. Moi, je suis une toute petite commune. Je ne sais pas où je vais. Et a priori, la réglementation s'approche à grande vitesse. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus costaud en com. Là, on est un peu à côté, à mon avis. Merci. Merci de nous alerter là-dessus. On est conscient, à l'accueil, à la communauté de communes, les questions sont nombreuses en effet. Il y a eu toute la phase sur la mise en place de la taxe. Actuellement, c'est le gros boom au niveau de la carte, hein, c'est vrai. Voilà. Donc, on avait fait des informations auprès de tous les élus, mais on voit bien que c'est difficile pour vous d'être clair sur tout ça parce que ça bouge, on en est conscient. On donne des informations du mieux qu'on peut, mais on voit bien ce que tu soulignes, hein, et qu'on voit nous très clairement, c'est qu'il y a énormément de racontards, de rumeurs, hein, il se dit tout et n'importe quoi, hein, voilà. Alors, mais c'est la réalité, on est d'accord. Donc, voilà. On essaie de travailler ça pour les biodéchets, parce qu'on pourrait en parler longtemps sinon. Pour les biodéchets, l'application formelle est au 1er janvier 2024, mais soyons clairs, nous, la réponse que l'on fait, c'est en effet d'inciter les gens à composter. C'est le message qui est diffusé avec l'enquête de recensement, d'accord ? Mais évidemment, pour autant, tout le monde n'aura pas un composteur. Alors, il y a des solutions diverses qui se développent, mais ça met du temps. Il y a un peu de collecte qui est faite auprès des professionnels de bouche, mais c'est minoritaire et j'ai envie de dire ça ne vous concerne pas directement. Alors, les cantines ont le choix. Les cantines ont le choix, soit composter, soit en effet être collectées. Mais la collecte, en effet, on a des soucis, c'est vrai, de logistique, hein, que je dis clairement devant vous ce soir. Les équipements actuels ne sont pas adaptés à la collecte des biodéchets. Voilà. Donc il va falloir du temps pour qu'on ait du matériel correct par rapport à ça. Voilà. L'année 2024, on va encore bricoler dans ce domaine-là, c'est clair. Mais voilà, je crois que, j'ai envie de dire, il faut calmer le jeu. C'est vrai qu'il y a plein d'évolutions en cours qui déstabilisent, qui inquiètent, qui font changer les habitudes. Ça va continuer, c'est clair. Mais pour autant, on est dans un chemin. Le message que l'on a donné au départ avec les réunions d'élus, on avait un message clair, on a donné des plaquettes qu'on peut rediffuser. Il faudra peut-être renouveler des rencontres. On est prêt à aller à la rencontre et expliquer des choses. Ça, sans souci, parce qu'on a bien conscience que la communication est décisive. Voilà. Mais en effet, je dis Kaël, je pense qu'on est 43 communes, on est 43 à se poser les mêmes questions, et tu as raison, ce que tu viens d'évoquer, comme dit Pierre, hein, c'est enfoncer une porte ouverte, c'est-à-dire que on sait, enfin, on a communiqué sur les cartes début d'année, etc., etc. Aujourd'hui, on se dit, alors, je dis on n'est pas à la main, c'est pas nous qui les faisons, on n'est pas responsable de la production, mais par contre, on est responsable de notre communication. Et là, en effet, on a avancé des choses sur lesquelles on n'a pas pu honorer. Donc, évidemment, en mairie, on est tous extrêmement sollicités. Et d'expliquer que les cartes vont arriver. Donc, les questions, elles sont simples. C'est, du coup, on n'a pas ma carte. Est-ce que je pourrais toujours aller en déchetterie? Est-ce que ce sera au poids? Est-ce que, sans carte, est-ce que les nombres seront limités, pas limités? Parce qu'il y a aussi les territoires voisins. Donc, il y en a certains qui connaissent ceux qui sont sur les territoires voisins et qui sont passés au barriérage en disant, nous, est-ce qu'on sera pareil? Enfin, voilà, il y a des tas de questions qui se posent. Nos services sont vraiment très, très au fait. Ils répondent au mieux. Essaie de répondre sur les réseaux sociaux aussi, parce que vous savez très bien que sur les réseaux sociaux, hop, on part d'un petit doigt et on avale le bras entier. Enfin voilà, et nos équipes essaient vraiment de répondre au mieux. Tu as raison, je dis qu'elles aussi, elles sont extrêmement patientes, parce qu'elles ont des questions parfois difficiles, c'est dur, et puis surtout récurrentes. Enfin voilà, c'est de dire, mais on a envie de dire à un moment, mais on a essayé d'être clair. Non, la preuve, c'est que pas suffisamment, puisque alors, sur les cartes, on n'est pas directement responsable, mais c'est un véritable sujet. On avance, quoi.
Aujourd'hui, Intramuros qui est mis en place par, enfin tout au moins par la communauté de communes. Est-ce qu'il ne serait pas possible de nous envoyer, par exemple, un texte, comme disait Pierre, qui expliquerait tout ce qui est, ce qui va arriver au niveau de, des cartes, la date probable d'arrivée, etc. Et que nous, on pourrait publier sur Intramuros, donc on toucherait déjà très rapidement une bonne partie de la population, quoi. Oui, non, mais je pense qu'il faut utiliser tous les canaux de communication qui permettent de toucher le plus grand nombre. Alors, si vous pensez qu'Intramuros, ça peut être un canal, on peut... Après, attention sur les communications, de ne pas trop s'avancer. Enfin, c'est toujours très difficile. On va en reparler avec Pierre. Voilà. Puis vraiment, c'est vrai que le délai de distribution des cartes, il faut le dire, on n'a pas pu communiquer plus tôt parce que ça se met en place. Ouais. Hein. Mais c'est vrai qu'on est précédé par les rumeurs, par plein de choses. Et donc, voilà. Parce que... Alors, les petits flyers, ils sont bien. Enfin, ce qui a été fait, ils sont plutôt bien faits, bien ça se ils met en expliquent place. bien. Mais on va communiquer, je crois. Mais voilà, on va regarder. Non, mais voilà. Sur le poids, hein, vous le savez tous, hein, il n'y aura rien, il n'y aura pas de poids, il n'y aura pas de pesée en aucune façon. Donc ça, il faut vraiment que vous tous le disiez aux gens. Hein, c'est clair, il n'y aura jamais de pesage. Non, mais comme dit Nathalie en aparté, je l'entends d'ici, c'est vrai que nous, on a cette chance d'être au fait. Donc, pour nous, c'est des choses qu'on brasse depuis quand même quelques temps. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on entende ce qui se dit et qu'on profite de ce qui se dit pour nous aussi s'adapter. Donc, en effet, oui, mais Pierre a raison, on fait au mieux, mais on va parfaire notre communication. Tu veux mettre au voix Voilà, ça, au niveau questions, à ce stade, parce qu'on va continuer malgré tout, qui est contre cette évolution des tarifs qu'on vous propose ce soir, qui s'abstient. Merci pour l'unanimité. Alors je vous propose de passer à un autre aspect de tarif en termes de collecte sélective des points d'apport volontaires. On avait délibéré déjà, parce qu'il faut savoir que les campings, à une époque, on travaillait avec eux pour l'ensemble en porte-à-porte, etc. Depuis l'année dernière, les campings ont un marché propre au niveau des ordures ménagères. Mais on a maintenu le service des points d'apport volontaires. Et on avait fixé un tarif à hauteur de 25 € par levée de points d'apport volontaires. Voilà, quel que soit le poids, là aussi, justement. Il n'est pas question de peser, évidemment. Voilà. Et donc, d'autres professionnels aussi utilisent les points d'apport volontaires pour leurs besoins. Et donc, on vous propose qu'ils soient tarifés de la même façon. Mais évidemment, les tarifs d'une année sur l'autre augmentent. Et cette année, on vous propose de passer donc de 25 € à 35 € par levée de points d'apport volontaires. Et donc, c'est les professionnels concernés qui nous alertent pour prélever, vider les points, de façon à ce qu'ils optimisent les volumes en place, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce point-là? Qui est pour valider cette délibération telle qu'on vous la propose? Ah non, qui est contre plutôt, excusez-moi. Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Moi, j'ai plus rien. Alors, Nicolas, je te passe la parole, j'ai plus de micro. Merci, Présidente. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La délibération suivante concerne également les tarifs, mais pour le SPANC, Service public d'assainissement non collectif. Ce qu'on vous propose, donc, c'est de fixer les tarifs à compter du 1er janvier 2024. Pour faire simple, les tarifs restent inchangés. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je le mets à vos voix. Les gens sont contre, s'abstiennent, je vous remercie. Alors ensuite, on a une modification du taux de cotisation du contrat groupe au niveau de l'assurance statutaire du personnel à compter du 1er janvier 2024. Comment ça concerne uniquement donc, les agents CNRACL. On avait auparavant un taux qui était à 2,93 en raison de la sinistralité qui a augmenté chez nous, puis des augmentations que vous pouvez connaître au niveau assurance, que ce soit les particuliers, les entreprises ou les professionnels autres. Du coup, on nous propose à compter du 1er janvier un taux à 4,40. Donc avec une incidence financière assez forte pour la collectivité, puisque, grosso modo, l'impact financier pour nous, ce serait donc 205 000 € de cotisation au lieu de 140 000 € habituellement. Donc ce qu'on propose, c'est d'augmenter la période de franchise, passer de 15 jours à 90 jours,
Au niveau de l'impact en termes de remboursement, on est peu concerné puisqu'on a eu très peu sur les années précédentes, que ce soit 2022 ou 2023, d'arrêts sur ces périodes de 90 jours. Grosso modo, c'est une dizaine d'arrêts qui représentent à peine 17 000 euros. Donc, au regard du futur taux de cotisation et de la franchise à 90 jours, le choix qu'on vous propose, c'est simplement donc, de passer à 90 jours, ce qui nous ferait des cotisations identiques pour le budget l'année prochaine. Voilà, j'essaie d'être assez synthétique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions? Je mets à vous voix. Est-ce que des gens sont contre ou s'abstiennent? Je vous remercie. La délibération suivante, ça concerne le budget 702, le budget déchets ménagers. Vous le savez, on en parle depuis un certain nombre de mois maintenant. Ce déchet-là n'a plus lieu d'être, donc on vous propose tout simplement de le clôturer, puisque tout, à partir de l'année prochaine, tout ce qui concerne donc les déchets, ce sera sur le budget non pas 7000, mais le budget 700. Le budget principal, il y a une petite coquille dans la délibération. Le budget 700. Des questions par rapport à ça? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Alors, ensuite, une délibération qu'on a l'habitude de prendre en fin d'année, ça concerne donc la reprise et la constitution des provisions pour créances douteuses. Vous le savez, en fonction des années et de l'antériorité, on a un taux de dépréciation. Pour N-1, c'est 15%, N-2, 30%, 75% pour N-3, et bien évidemment la totalité pour les exercices antérieurs. Du coup, pour l'année 2022, en appliquant donc nos taux de dépréciation, on arrive à une provision à constituer à hauteur de 13 841,30 €. On avait au titre de 2022, nous, provisionné 22 013. Donc ce qu'il faut faire, si vous en êtes d'accord, c'est reprendre ces 22 013,81 au compte 78,17 et, en contrepartie, constituer la provision à hauteur de 13 841,30 €. Voilà. On reprend d'un côté, on remet de l'autre en fonction des éléments. Ça concerne uniquement le budget atelier relais, c'est ça, pardon. Des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? Les gens s'abstiennent? Je vous remercie. Donc ensuite, on procède à la troisième décision modificative sur le budget principal. En fonctionnement, on propose d'inscrire 151 600 € supplémentaires. Principalement par rapport à des augmentations liées à l'alimentation. Alors c'est pour la cuisine centrale. Les fournitures, les produits alimentaires ont fortement augmenté. On a aussi intégré cette année la commune de Champagné, les Marais, donc ce qui fait qu'on a des dépenses forcément plus fortes sur ce compte alimentation. On a aussi plus de personnel qui intervient, et donc du personnel qui souvent est embauché par les communes et avec lesquels donc, on est en contrat, donc on a des remboursements supérieurs à faire. Et puis aussi, puisqu'on utilise certains équipements communautaires, il y a des augmentations liées aux fluides que les communes, bien évidemment, nous répercutent. Donc ce qui explique là les dépenses à inscrire de manière supplémentaire. Et en face, bien évidemment, on a des recettes, puisqu'on a les accueils de loisirs qui ont été davantage fréquentés cette année. Pareil pour la cuisine centrale, donc on a plus de dépenses, mais on a aussi davantage de recettes en face. Donc tout ça s'équilibre. Et puis ensuite, on a aussi, surtout, et je vous en reparlerai dans une délibération plus tard, la reprise du résultat suite à la dissolution du syndicat mixte Sud-Vendée Tourisme. Là, on a mis 285,38 € en fonctionnement à inscrire. Pour l'investissement, donc du coup, on a là davantage de crédits à inscrire à la fois donc en dépenses et puis en recettes. Pardon, on est à 493 520,83 €. On vous propose d'inscrire 90 440 € pour les aménagements des OT de Saint-Michel et de Luçon. Tout simplement parce que les travaux avancent sur les deux équipements, mais ça concerne le mobilier. Le mobilier, vous savez, on a des délais assez longs entre le moment où vous commandez et le moment où il y a la réception. Donc pour éviter d'être bloqué avec le vote du budget qui n'interviendra qu'en avril, on vous propose d'inscrire 90 440 €. Ensuite, on fait des rajustements, notamment concernant les pistes cyclables de la digue de l'Aiguillon. Là, c'est pareil, c'est pour payer les travaux qui sont en cours. Pour l'aire de grand rassemblement, c'est pareil, on propose d'inscrire donc 600 000 € pour qu'elle soit opérationnelle pour l'été prochain, parce que si on attend le vote du budget, on risque d'être là encore un peu court pour pouvoir être opérationnel cet été. Ensuite, donc, on a des ajustements sur études, construction et autres. Et puis, on a surtout, on vous propose de minorer donc, le déficit d'investissement, puisqu'on va récupérer 50 609,17 € liés à la dissolution du syndicat mixte. Et puis on a vendu aussi un certain nombre de choses, notamment la perception à Saint-Hermine, on a aussi le pôle social de Mareuil, donc on a des crédits qui arrivent de 199 390 €. Et puis pour équilibrer tout ça, on vous propose un emprunt qu'on ne réalisera
qui est nécessaire dans le cadre de l'équilibre budgétaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette DM, décision modificative numéro 3 sur le budget principal? Pas de questions? Les gens s'abstiennent? Vote contre? Je vous remercie. On a également donc une décision modificative concernant le budget atelier relais. Donc là, c'est lié à des amortissements de subventions, hein, tout simplement. Donc, on a des inscriptions supplémentaires en dépenses et recettes à hauteur de 22 014 €. Des questions par rapport à ça? Pas de questions, je mets à vous voix. J'ai oublié, pardon, l'investissement. J'ai oublié l'investissement, et c'est important en plus. Puisqu'on est sur, Bruno, c'est pour toi, on inscrit des crédits dans le cadre du projet que tu as de formation pour l'ancien bâtiment MAV. Donc c'est un projet que tu as eu l'occasion déjà de présenter. Oui, de présenter. Projet de formation en lien donc avec la région et le pôle emploi, si je ne dis pas de bêtises. Et donc et les entreprises surtout, puisqu'on a une forte demande. Et donc là, il faut qu'on acquiert du mobilier pour être opérationnel au mois de mars. Je crois que la première formation c'est prévu pour mars. Donc c'est 50 000 €. Et puis en face, bien évidemment, on met des recettes liées à des sessions pour équilibrer tout ça. Et puis ensuite, on a aussi des reprises de subventions. Donc l'idée, c'est de majorer les dépenses et les recettes à hauteur de 72 014 € sur le budget, là encore, atelier relais. Des questions par rapport à ça? Pas de questions? Les gens sont contre ou s'abstiennent? Je vous remercie. Pour le budget zone d'activité, on a une DM à prendre là également. Donc oui, bon, les emprunts qui varient puisqu'on a des emprunts qui sont à taux variable, donc on avait provisionné mais pas assez, donc on vous propose de régulariser. On a aussi et surtout des régularisations à faire dans le cadre de subventions qui étaient inscrites à tort en fonctionnement. Vous le savez, dans le cadre d'un budget de zone, ce n'est pas possible. Et l'avantage, c'est que maintenant qu'on est en M57 et avec le compte financier unique, on a aussi les annexes qui doivent se corréler avec les éléments de la DGFiP. Et donc, grâce à ça, on a pu voir qu'il y avait effectivement 2 régularisations à faire. Ça concerne donc des subventions qui étaient auparavant donc, sur les comptes du PIN La Mer et ceux du PIN Méravilla qui étaient inscrits à tort sur le fonctionnement. Donc on vous propose de réajuster tout ça. Ça donne en fait simplement 5 000 € de plus sur les recettes et les dépenses en fonctionnement. Et du coup, on neutralise tout ça sur la partie investissement. Des questions par rapport à ces écritures? Pas de questions. Je le mets à vos voix. Des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Et enfin, donc le syndicat mixte, vous le savez, ce syndicat a été dissous par arrêté de Monsieur le Préfet en date du 11 juillet 2023. Quand on dissout, on regarde l'actif et le passif. En l'espèce, il y avait 112 464,83 € à se répartir en investissement. La clé de répartition était liée à la population, donc on vous dit que le Pays de Fontenay avait 29%, 13% pour le Pays de la Châtaigneraie, 13% pour Vendée Rotises, et donc 45% pour Sud-Vendée Littoral. Donc on récupère forcément notre quote-part, 50 609,17 € en investissement. C'est pour ça qu'on vous a proposé tout à l'heure de minorer notre déficit d'investissement dans le cadre de la décision modificative. Et en fonctionnement, on récupère donc 1 285,38 € sur les 2 856,40 €. Et au total, donc, cette dissolution nous permet de récupérer sur cet exercice budgétaire 51 894,55 € dans le compte, et surtout d'éviter d'avoir à payer à l'année prochaine une subvention de 96 000 € au syndicat mixte, puisque je vous rappelle, on a une SPL qui fonctionne et qui exerce cette compétence chez nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pas de questions? Je le mets à vos voix. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce point finance. Et on part sur de la commande publique. Alors le premier point, c'est vraiment très simple puisque ça concerne un accord cadre à bon de commande pour fourniture et livraison au niveau des cartes de paiement. Et c'est juste parce que c'est en fait la société Sodexo qui nous informait qu'elle avait changé de dénomination sociale. Il faut donc régulariser tout simplement le marché et donc du coup conclure un avenant de transfert. Mais du coup, il n'y a pas d'incidence. Et le nouveau nom, ça s'appelle Pluxi. Pluxi France, pardon, oui, j'ai oublié la moitié. Et donc, il vous est juste proposé d'approuver l'avenant 1 de transfert concernant le marché de fourniture, livraison et gestion de titres restaurants dématérialisés sous forme de carte de paiement pour les agents de la communauté de communes Vendée Littoral, tel que présenté ci-dessus, et donc de m'autoriser à signer l'avenant de transfert. Je me vois directement. Y a-t-il des voix contre?
Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, nous partons sur le patrimoine avec une proposition de cession d'un hangar agricole qui est aujourd'hui occupé par la CUMA, l'entente génoise. Et donc, ils nous ont fait savoir, alors aujourd'hui, ils sont locataires de ce local avec une convention annuelle d'occupation précaire, moyennant le versement d'une redevance annuelle de 1 000 €. Il est précisé que le bâtiment fait une superficie de 360 mètres carrés. Les services des domaines ont évalué le prix de cession à 22 320 €. Et donc, vu que nous, on n'a pas besoin de ce hangar et qu'a priori, on n'en aura vraiment pas du tout besoin, donc il vous est proposé de céder le hangar agricole ainsi qu'une emprise foncière d'environ 2300 mètres carrés à détacher de la parcelle cadastrée YP85 à la Brémaudière sur la commune de Saint-Jean-la-Plaine au profit de la CUMA, l'entente gémoise, et ce au prix de 22 320 € avec faculté de substituer toute personne morale mandatée par elle, étant précisé d'une part qu'une division parcellaire déterminera précisément la surface à céder et d'autre part que les frais notariés relatifs à la vente du bâtiment et de son terrain d'emprise seront à la charge de l'acquéreur. Donc de m'autoriser à signer l'acte notarié ou de me faire représenter. Y a-t-il des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie et je passe la parole à Éric. Oui, bonsoir. Le point suivant, le point 26, c'est la passation d'une convention de gestion dans le cadre des zones d'activité économique. Donc, par le biais de la compétence économie, nous gérons l'entretien et l'aménagement des zones d'activité économique. Donc, 2 points sur cette délibération. Premier, c'est reconduire les conventions qui sont passées entre les communes pour certaines zones, notamment pour l'entretien des espaces verts, avec la communauté de communes, car elle était arrivée à son terme au 31/12/2022. Donc il est proposé à l'Assemblée de renouveler cette première phase pour l'entretien. Et puis le second point, c'est tout ce qui est point lumineux avec le CIDEF. Donc on a fait un état des lieux parce qu'on se retrouve avec des armoires électriques communales qui éclairent des candélabres communautaires et par endroits l'inverse. Donc, on a un nettoyage et puis une vérification de ces zonages-là, et afin de rendre finalement les dépenses aux communes des points lumineux communaux, et puis et vice-versa pour l'intercommunalité. Donc, c'est tout ce travail, et on va signer les conventions pour remettre à jour avec le CIDEV l'entretien et la gestion de ces points lumineux à partir du 1er janvier 2024. Je pense que vous avez déjà été interpellé pour certains. Voilà. Y a-t-il des questions? Alors, dans ce cas-là, je vous propose d'acter et d'autoriser la passation de la convention de gestion des zones d'activité économique avec les communes afin de définir les modalités financières relatives à l'entretien des espaces verts et de l'éclairage public, et d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Eric, et on reste dans le domaine de l'économie, mais cette fois c'est Bruno qui prend la parole. Oui, bonsoir. Donc c'est sur 3 aides financières, c'est le dispositif numéro 1, donc celui pour les TPE. Le premier, c'est Funepro, donc c'est une société que vous devez connaître. Il vaut mieux en avoir besoin le plus tard possible. Mais elle se développe extrêmement bien, puis elle est leader dans son secteur. Ils ont racheté un terrain à Sébastopol, où ils ont transféré leur production avec 92 ETP. Et là, ils sont en train de construire aussi des bâtiments pour leurs bureaux. Donc ça rentre dans le dispositif numéro 1 et ils sont éligibles à une subvention de 40 000 €. Il est donc proposé d'accorder la subvention et d'autoriser Madame la Présidente. Mais avez-vous des questions avant? Non. Je propose de voter. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. La deuxième, c'est la société Trilogie. C'est le groupe Côte de Lumière, qui est une entreprise de transport sanitaire.
qui est implanté sur différents territoires, hein, qu'il vaut mieux qu'on utilise avant Funepro, généralement. Donc, c'est des Guyot Presqu'île à Saint-Michel-en-Lerme, à Mareuil aujourd'hui, et ils vont se regrouper donc sur un bâtiment à Sébastopol, en restant aussi à Saint-Michel. Même chose, ils construisent un bâtiment pour la réparation des zones pour le personnel qui passe la nuit, pour le nettoyage des véhicules, ainsi de suite. Il y a 528 149 € qui sont éligibles, donc ils sont éligibles au dispositif numéro 1 pour 40 000 €. Y a-t-il des questions? Non. Donc je propose de passer au vote. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. Le troisième, c'est Laser Océan. Donc, c'est une société qui est spécialisée dans la sous-traitance en découpe laser à plat, en tube et en plasma. Donc, ils sont aussi en forte croissance. La société aujourd'hui évolue sur des bâtiments de 3000 et 1000 mètres carrés. Ils sont au Vendéopole. Ils font une extension de bâtiments de 1525 mètres carrés. Ils achètent tout un tas de nouvelles machines. L'investissement global est extrêmement important, parce qu'il est de 3 860 000. Mais en ce qui nous concerne, ils sont éligibles sur 765 000 €. Et ils répondent aussi au dispositif numéro 1 et donc à une subvention de 40 000 €. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. Et le dernier, en fait, ce n'est qu'un changement de portage. Ce qui avait été, c'était quelque chose qu'on avait voté le 14 décembre 2022. C'était 15 000 € pour la société JP Maçonnerie. En fait, on avait voté sur la société d'exploitation au lieu de le mettre sur la SCI, qui s'appelle la SCI Les Groix, qui est propriétaire du foncier pour lequel on avait voté la subvention. Voilà, donc c'est juste un changement de portage, mais qui ne compte en rien sur la subvention qu'on avait approuvée en 2022. Y a-t-il des questions? Non. Je propose de voter. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. Voilà. Merci Bruno, puis merci pour les entreprises de votre confiance, parce que c'est important pour eux, c'est un levier souvent indispensable pour faciliter ou leur développement ou leur installation. On poursuit. Je reviens sur les services des déchets avec Pierre de nouveau. Oui, voilà. Tout à l'heure, on a commencé à parler de la responsabilité élargie des producteurs concernant les produits des déchets du bâtiment. Donc, il est intéressant de voir un peu les volumes conséquents que cela génère. C'est 1,6 million de tonnes de déchets en Pays de la Loire, 480 000 tonnes en Vendée. Voilà. Et 15% de ces déchets sont collectés dans les déchetteries publiques. Voilà, ce qui représente déjà pas mal. Et donc, la REP se met en place, donc avec les objectifs suivants, c'est lutter contre les dépôts sauvages, ça, malheureusement, il y en a encore, développer l'économie circulaire, David, au départ, en a parlé notablement, et puis développer l'éco-conception aussi des produits et matériaux mis en marché. Voilà, tout un programme. Donc, il y a 4 structures qui ont été retenues pour gérer cette REP, mais avec une qui va coordonner l'ensemble, l'OCAB. Alors, c'est un nom que vous entendrez peut-être au fur et à mesure, parce que c'est eux qu'on verra le plus souvent. Voilà. Et donc, la proposition que nous fait l'OCAB et ces 4 sociétés, c'est de faire un contrat avec nous pour gérer cette nouvelle REP. Et à un moment donné, donc Trivalis a proposé aux 17 collectivités adhérentes dont nous faisons partie de centraliser ce contrat pour harmoniser les pratiques à l'échelle de la Vendée. Voilà. Donc, je crois qu'il y avait unanimité lors de cette rencontre pour qu'en effet, ça soit Trivalis qui prenne ça en charge. C'était un souhait partagé de tous. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, avec cette délibération, on vous propose de signer un contrat unique par Trivalis, donc qui propose ça pour ces 17 adhérents. Donc, voilà, vous avez peut-être lu
hein, le contrat, mais il est très très long, alors je ne vais pas vous le détailler. Hein, donc voilà, on vous propose aujourd'hui d'approuver les termes du contrat relatif à la prise en charge des déchets issus de produits et matériaux de construction du bâtiment et de donner mandat au syndicat Trivalis pour signer le contrat avec les éco-organismes agréés pour cette REP. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Merci beaucoup. On change de registre et on part vers de la lecture avec Guy. Bonsoir à tous. Alors, c'est convention tripartite. Les politiques de lecture publique relèvent de 3 collectivités de manière complémentaire, les départements, les communes, les intercommunautés, qui en prennent la compétence. Les statuts de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral décident de l'intérêt communautaire de 2 médiathèques, Luçon, Mareuil-sur-Lay, Dissay, et parmi ces compétences en faveur de la culture, de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un réseau de lecture publique. Le schéma de développement de la lecture publique adopté par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral opte pour une coopération entre les différentes collectivités. La décision de mutualisation du logiciel de gestion de bibliothèque permet la constitution d'un véritable réseau à l'échelle intercommunautaire. C'est ce qu'on a voté au mois de mars dernier. Le département de la Vendée apporte son concours aux collectivités sous condition de contracter des conventions d'objectifs quinquennales favorisant le développement de la lecture publique par des services de public de qualité. Au vu des décisions de coopération entre communes et intercommunautés en Sud-Vendée Littoral, le département de la Vendée propose de signer des conventions tripartites. Je vous laisse passer le reste, on l'a déjà revu plusieurs fois. Les engagements de la communauté de communes par rapport à cette convention, la communauté de communes de Sud-Vendée Littoral, à l'issue d'une démarche de schéma intercommunal de développement de la lecture publique, s'engage à réaliser les 27 actions décidées pour la période 2023-2027 à 2027 et attendre vers les objectifs fixés avec le département à compter de la date de signature de la présente convention. Elle a une durée de 5 ans et a comme objectif de construire et de coordonner un réseau à l'échelle de 43 communes, en épaulant les communes pour faire vivre la lecture publique en proximité, mutualisant l'expertise professionnelle et en agissant pour les publics éloignés. Les actions du schéma intercommunal de développement de la lecture publique pourront intervenir à 3 niveaux différents. Directement envers le public, via ses médiathèques, son itinérance, ses interventions en milieu scolaire, son programme de littérature jeunesse, son action culturelle. En accroissant les compétences de l'équipe intercommunale, action ou intervention envers de nouveaux publics notamment, et en partageant son expertise avec d'autres acteurs du territoire. Il vous est proposé d'adopter les engagements de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral inscrits dans le modèle type de la convention d'objectifs tripartite ci-jointe, en annexe, d'autoriser Madame la Présidente à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est une délibération qu'on reprend un peu tous les ans. C'est pour demander au département de subvention d'aide à l'enseignement musical. C'est une subvention qui est liée par rapport à l'élève au niveau de la formation musicale pour l'année 2023-24, pour un montant de 24 €. Aujourd'hui, on a 523 élèves inscrits pour l'année 2023-2024. Il vous est proposé de solliciter auprès du département la subvention d'aide à l'enseignement musical pour l'année 2023-2024 et d'autoriser Madame la Présidente à signer cette demande de subvention. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et on continue avec l'adhésion, une proposition d'adhésion au contrat groupe assurance qui est proposée par la Confédération musicale de France.
France. Donc vous aviez le détail. Vous aviez le détail des garanties, enfin tout du moins ce qui était proposé avec les garanties obligatoires qu'ouvre la RC et la garantie individuelle, les garanties facultatives concernent la contribution au fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions, garantie des locaux, garantie pour les dommages aux instruments de musique, et puis les garanties optionnelles qui considèrent que la responsabilité civile des personnels encadrants et la protection juridique. Vous aviez dans le corps du texte les coûts des différentes propositions. Un petit rappel aussi sur ce qui avait été retenu l'année précédente, c'est-à-dire avec la responsabilité civile, l'option A pour la garantie individuelle accident des membres de l'école de musique intercommunale au titre des garanties obligatoires et uniquement l'option C de la garantie pour les dommages aux instruments de musique au titre des garanties facultatives. Et puis à cela venait s'ajouter la contribution au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions. Donc en considérant donc, les garanties qui vous sont proposées, qui sont décrites tout du moins, je vous propose donc de maintenir le même niveau d'assurance, sachant que les variations de prix sont minimes par rapport à l'année 2023. Puisque voilà, ça doit être à 868,10 € au lieu de 845,40 €. Donc si on va directement à la conclusion, il vous est proposé d'approuver la souscription au contrat groupe pour l'année 2024 proposée par la Confédération musicale de France dans les conditions qui étaient exposées, de m'autoriser donc à signer le contrat et d'inscrire les dépenses correspondantes au budget de l'exercice concerné. Y a-t-il des questions? Non, je me vois. Des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et puis, je passe la parole à Philippe. Donc, c'est le rapport numéro 35, donc la convention de partenariat avec l'association du CREA Ouest relative au fichier de la demande locative sociale 2024-2026. Donc, il s'agit d'une nouvelle convention de partenariat d'une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024. Et cette convention va permettre à la communauté de communes Sud-Vent Littoral de continuer à avoir accès au fichier de la demande locative sociale de son territoire. Donc c'est en complémentarité du plan local de l'habitat. On peut s'appuyer dessus aussi. C'est un outil supplémentaire pour faire venir des bailleurs. La participation annuelle pour la communauté de communes Sud-Vendée Littoral s'élève à 3 857 € TTC. Et il s'agit d'approuver les termes de cette nouvelle convention et d'autoriser Madame la présidente à signer tout document relatif à cette convention. Même si j'ai plus beaucoup de voix, je peux répondre à vos questions. En plus, vous êtes loin, donc c'est pas comme mes collègues. Ouais, c'est comme moi. Voilà. À payer le de l'IPREM. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. J'embraye avec le rapport suivant. Donc la convention de partenariat avec l'association Escale Ouest pour la mise en œuvre d'un service d'hébergement temporaire chez l'habitant à titre expérimental en 2024. Donc en gros, vous avez un organisme qui s'appelle l'URAGE, l'Union régionale, et vous avez différents membres en fait au sein de l'URAGE. Et celui qui gère en fait HTH au niveau de la Vendée, c'est Escale Ouest. Pour information, c'est le seul département où HTH n'est pas développé. Donc on va être la première intercommunalité à développer cela au niveau du au niveau du département. Je pense qu'on peut être fier. Voilà. L'association Escale Ouest donc propose une convention de partenariat d'une durée d'1 an à compter du 1er janvier 2024. Et cette convention permettra à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral d'expérimenter la mise en place d'un dispositif intergénérationnel habitat temporaire chez l'habitant. La participation annuelle pour la communauté de communes Sud-Vendée Littoral s'élève à 36 617 € TTC. Lorsque j'avais abordé ce rapport lors d'un précédent conseil communautaire, j'avais bien dit que d'ici la fin de l'année, il fallait trouver d'autres subventions. Donc autrement, parce que du coup, ça reste à charge qui est important. Et même, il y a des financements qui sont différents au niveau de l'URAGE en fonction des intercommunalités. Donc là, en ce moment, une sorte de remise à plat de tout cela. Mais je vous tiendrai informé en temps et en heure par rapport à cela. Donc il s'agit d'approuver les termes de la convention de la mise en œuvre d'un service d'hébergement temporaire chez l'habitant, d'autoriser Madame la présidente à signer tout document relatif à cette convention
et d'autoriser la présidente à solliciter les subventions mobilisables pour déployer ce service. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez pitié de moi, c'est gentil. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non, mais je sais, Magali, que tu n'as pas pitié de moi. Des abstentions? Je vous remercie. Et puis le dernier rapport, donc le point 37, donc financement, animation de la plateforme territoriale de rénovation énergétique, la PTRE. Donc il s'agit d'un avenant à la convention d'attribution des aides SAR et PTRE régionales avec la région Pays de la Loire et le SIDEF pour l'année 2024. Donc je rappelle, la communauté de communes a mis en place une PTRE au 1er janvier 2023 afin d'accompagner et d'aider financièrement les ménages à maîtriser le coût de l'énergie et de lutter contre la précarité énergétique. Pour la mise en place de ce dispositif d'aide ont été mobilisés donc auprès de la région Pays de la Loire, donc différentes subventions. Et une convention qui a été signée le 18 novembre 2022 entre notre collectivité et puis les différents partenaires, c'est-à-dire la région et puis le SIDEV. Et les aides SAR devaient s'arrêter au 31 décembre 2023 et elles sont reconduites pour l'année 2024 par la région Pays de la Loire qui a été maintenue en porteur associé du programme SAR. Et donc ces aides SAR pour la communauté de communes peuvent atteindre, ça dépend en fait du nombre de dossiers qui passent au niveau de la communauté de communes, un montant annuel de 83 333 €. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit une subvention au fur et à mesure qu'il y a des dossiers qui passent au niveau du guichet unique de l'habitat. Donc il s'agit d'approuver le projet d'avenant de cette convention et d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents relatifs à cette décision. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous souhaite quand même des joyeuses fêtes de Noël. Est-ce que tu peux faire voter? Comment? Est-ce que tu peux faire voter? Ah oui, faire voter, pardon. Ah oui, j'aurais dû... Ouais, voilà, c'était pour voter. Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. Merci Philippe. En fait, 3 rapports qui se traitent à l'habitat. Alors évidemment, quand on fait une présentation, on a l'impression que c'est rapide, que que c'est simple. Mais là aussi, c'est important de dire que les services font un gros travail. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on vous présente des délibérations qui traitent de l'habitat, ça veut dire qu'on met une pierre de plus à l'édifice pour la population, pour être au plus près de chacun, pour les aider, alors sur la rénovation, pour les aider, enfin voilà, sur toutes les stades. Et je pense que c'est important de signaler le gros travail que tu mènes, Philippe, parce que tu passes du temps, et que les services à tes côtés mettent en œuvre. C'est vrai que quand on est entre nous ici, évidemment, on ne peut pas détailler toutes les actions, détailler toutes les délibérations ou en faire une lecture trop détaillée. Mais voilà, c'est important de le souligner parce que c'est au quotidien que nous sommes sollicités en matière d'habitat, le guichet unique et toutes les actions qui sont mises en place. Voilà, donc c'était important d'appuyer sur ce volet-là, à mon sens. Le point suivant, alors c'est pour moi, c'est sur la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec le syndicat mixte du bassin du lait. Vous le savez, à travers la compétence GEMAPI, le syndicat mixte bassin du lait, il assure la maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble des équipements liés à la protection, la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations. Dans ce cadre-là, en ce moment, le syndicat est en train de mener des travaux de renforcement sur la digue S, sur la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Et cette digue S, elle comporte aussi une piste cyclable qui est la boucle de la Presqu'île. Du coup, il semblait intéressant de profiter des travaux de renforcement de la digue pour, en même temps, travailler à la réhabilitation, et c'est quand même une grosse demande, réhabilitation d'itinéraires cyclables. Du coup, travailler avec 2 maîtres d'ouvrage, et vous le savez, quand vous le pratiquez, c'est jamais très très simple. Donc, il vous est proposé ce soir la conclusion d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage qui permet de désigner le SMBL comme unique maître d'ouvrage, et puis après de définir les modalités d'organisation de la mise en œuvre de la réhabilitation d'itinéraires cyclables, de façon à ce que ce soit vraiment concomitant aux travaux de renforcement de la digue. Voilà, c'est un enjeu fort pour le développement du territoire et pour ceux qui sont adeptes du vélo. Et puis après, on fera les conventions. Donc, il vous est proposé d'approuver la conclusion d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage permettant de désigner le SMBL comme unique maître d'ouvrage, définir les conditions d'organisation de la mise en œuvre de la réhabilitation de l'itinéraire cyclable à boucle de la Presqu'île,
concomitamment aux travaux de renforcement de la digue S, tels qu'annexés à la présente délibération, et de m'autoriser à signer la dite convention et d'inscrire les crédits nécessaires à l'exécution de la dite convention. Y a-t-il des questions? Non? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. On passe au ticket restaurant avec une proposition d'augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants. Aujourd'hui, nos agents bénéficient de 14 tickets restaurants. Donc c'est crédité sur une carte pour un montant de 70 €. Et chaque ticket a une valeur de 5 €. Sur ces 5 €, il y a 3 € qui sont à la charge de la collectivité et 2 € à la charge de l'agent. Compte tenu de l'inflation, et aujourd'hui on sait bien que 5 €, ça ne permet pas d'acheter ne serait-ce qu'un sandwich, une boisson. Donc compte tenu de l'inflation, il vous est proposé d'augmenter la valeur faciale de ces tickets de restaurant et de les porter à 7 €, soit un montant mensuel crédité pour l'agent de 98 €. Donc, ce qui fait 2,80 € qui seront à charge de l'agent et 4,20 € à la charge de la collectivité à compter du 1er janvier 2024, et puis de m'autoriser à signer les pièces du dossier. Ça veut dire qu'il y a un coût supplémentaire, et pour l'agent bien sûr, et pour la collectivité. Pour l'agent, on a un surcoût mensuel qui va être de 11,20 € et puis un surcoût pour la collectivité de 16,80 € mensuel. Voilà. Mais voilà, c'est répondre aussi à une demande. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais je mets aux voix. Est-il des voix contre? Des abstentions? Donc, je vous remercie. On arrive à la modification du tableau des emplois qui concerne la réduction de travail d'un agent social pour le RPE, et donc il est proposé de supprimer ce grade d'agent social et de créer un grade d'agent social à temps non complet. Et puis, ça concerne le recrutement d'une éducatrice jeune enfant pour le RPE, où il s'agit qu'on vient de créer un grade d'éducatrice jeune enfant à temps non complet pour 28 heures. Je vous propose donc d'autoriser les créations et suppressions que je viens de vous énumérer, de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2024 et de m'autoriser à signer les documents. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Est-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des points à aborder que je n'aurais pas abordés ce soir? Un conseil communautaire dense, bien entendu, le dernier de l'année. On va finir l'année en disant, évidemment, remercier l'implication de tous, la vôtre, mais l'implication de nos agents, parce que sous la houlette de Régis Prézin, on a eu une année 2023 dense. J'aimerais pouvoir lui dire que l'année 2024 sera moins, mais je dis tout de suite non, ne rêvez pas, c'est impossible. Donc on va faire une année 2024 qui sera riche. Moi aussi, je vous souhaite évidemment de très très belles fêtes de Noël. C'est important. Prenez le temps, reposez-vous, profitez de vos familles. C'est des moments pour lesquels il faut savoir se libérer. N'oubliez pas de vous inscrire, s'il vous plaît, pour la soirée des vœux. Vous avez dû, j'espère, tous recevoir donc l'invitation avec le pli lien qui vous permet de le faire. Et puis, je vous propose, puisqu'il est l'heure, pour le cocktail, un petit cocktail dînatoire, dans la salle qui est juste derrière, n'est-ce pas Stéphanie? On est là-bas, juste derrière. Je vous remercie vraiment, vraiment. Et puis, prenez les petits chocolats à savourer pour cette fin d'année. Merci à vous tous pour votre présence. Merci.